amphi éloigné, le temps de revenir. Voilà, ce qui explique que je vous ai fait attendre, mais je vous rassure, c'est pour la bonne cause. Bon, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes content de faire un peu de droit, ça peut-être c'est moins bien. Et on va faire ensemble du droit fiscal, donc ça c'est encore moins bien, mais je vais essayer de ne pas trop vous dégoûter. Alors madame, je suis désolé, il faut que vous mettiez un masque. Vous voyez, ça c'est le seul élément, c'est-à-dire que je ne vais pas voir quand vous allez vous ennuyer à l'extrême ou à l'inverse, quand vous allez être hyper contente et content. Donc ce masque me prive de votre sourire, de votre joie. Et j'espère néanmoins que ça ne va pas me priver du reste. Vous allez voir ce que j'attends de vous. Alors, je me présente très rapidement. Je m'appelle Miyashita Stagnaré. Alors, peut-être que j'enverrai certains et certaines au deuxième semestre. J'ai un cours avec les premières années de LEA, mais plus certainement en troisième année, ou encore plus certainement en cinquième année, qui sont les années où j'ai des cours avec toute la promo. Donc, on a le temps de se revoir. Là, on va malheureusement passer un tout petit temps ensemble. Puisque le truc, vous savez peut-être, cet amphi, je ne sais pas si vous avez l'information, l'amphi est pris, donc on est éjecté à midi. Donc je vais essayer de vous dire tout ce que j'ai à vous dire dans le temps qui m'est imparti. La vision négative, c'est que vous allez être privé de moi pendant 30 minutes. La vision positive, c'est que vous allez avoir 30 minutes de moins de fiscal, ce qui est peut-être un aspect satisfaisant. Alors, ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez vif et vive. En d'autres termes, c'est pas parce qu'on est en amphi, c'est pas parce que vous êtes loin, que vous êtes en première année, donc parfois un peu plus timide que dans les années suivantes. J'attends de vous que vous me posiez des questions quand vous ne comprenez pas. J'attends de vous qu'on discute. Et de toute façon, je vais vous poser des questions. Donc, vous voyez que s'installe au fond de l'amphi un éminent fiscaliste de la faculté de droit qui est Olivier Négrin, qui arrive sans masque, c'est-à-dire que cet ami et collègue ne respecte pas les consignes sanitaires, donc il ne va pas pouvoir rester très longtemps. Alors, vous avez, ce qu'on va voir ensemble, en fait, quelques éléments introductifs. L'objectif, c'est d'atteindre les 3 sections, donc de terminer et de répondre à nos interrogations sur l'impôt européen. Cet impôt, en fait, l'idée, c'est de vous, non pas de vous prendre par la main, parce que sanitairement parlant, c'est interdit, et puis vous êtes maintenant grands et grands, mais c'est d'essayer de vous convaincre que les interrogations qu'on va soulever ensemble, vous allez les comprendre, et 2, vous allez mesurer qu'elles sont importantes. Alors, vous êtes en première année de LEA, certains vont continuer, d'autres sont réorientés, donc ça, voilà, les choix vous appartiennent, mais vous verrez que tous ces éléments-là, votre vie professionnelle future, vous serez concerné par ces aspects. Alors, ne vous inquiétez pas, prise de notes. Pour la prise de notes, j'attire votre attention sur un truc. Ça, c'est mon PowerPoint, je le laisserai à disposition, alors peut-être allégé sur certains éléments. Donc vous l'aurez à disposition, donc dans votre prise de notes, c'est pas sûr, je vous dis bien sûr de prendre des notes parce qu'il y a des éléments que je vais dire à l'oral que vous n'aurez pas en visuel, mais pour faciliter votre attention et pour vous permettre de... Vous voyez, ça par exemple, vous aurez l'intégralité, bien sûr des sections, mais des développements qui vont suivre. Alors, le juriste, puisque je suis un juriste en fait, il aime bien essayer d'introduire les sujets pour essayer de faire en sorte que l'auditoire comprenne. C'est vrai en 5e année, je sors d'un cours de 4e année de droit, même en 4e année, on essaye de faire en sorte que les étudiantes et les étudiants ne soient pas trop brutalisés et rentrent dans la matière tranquillement. Donc on va rentrer tranquillement dans la matière, et je vous rassure, je vais vous solliciter de telle manière que votre rentrée soit dense. Alors, dans l'aspect introductif, vous voyez que là, déjà votre prise de notes, sauf si vous êtes des génies du dessin, ça va être compliqué de prendre ça en note. Donc, en revanche, puisque vous avez toutes et tous des yeux, et en tout cas, même si vous avez des soucis visuels, vous aurez accès à ces informations-là, vous arrivez à identifier normalement tous les éléments qui sont sous vos yeux. Alors, pourquoi? Je vais vous poser des questions là-dessus, mais ma remarque, elle tient au fait que j'aurais pu prendre des individus, des structures moins connues. Mais je vais essayer de vous faire comprendre dès à présent que la petite problématique que je vais soulever avec vous, je dis bien avec vous, concerne toute la société. Alors je prends des exemples très médiatiques, mais ça peut concerner le boucher du coin,
l'entrepreneur du coin, hein, ou moi en tant qu'individu, ou vous en tant qu'individu. Alors, quel est le lien, à votre avis, entre ces différents éléments, individu ou société? Alors, société, vous les connaissez toutes, hein, Google, Airbnb, Amazon, Apple. Individu, alors, si vous êtes pas hyper fan de foot, même si vous avez constaté, dû vous mettre, j'aurais pu vous, voilà, vous pouvez être un peu déconnecté. Bon. Quel est le lien, à votre avis, entre ces différents individus et sociétés? Toute réponse est juste, d'accord? Même si c'est pas ce que j'attends. À votre avis, quel est, à votre avis, ouais, je vous en prie. Ouais. Alors, et je vous dis, toute réponse est juste. Alors vous mettez l'accent, même si il y a une ventilation, il y a le masque et vous êtes loin, mais ce que j'ai compris, c'est que vous référez au fait qu'il y a des milliardaires, c'est-à-dire des personnes qui ont beaucoup d'argent, et notamment les joueurs de foot. Alors là où vous avez raison, je vous rejoins, c'est que c'est vrai que les exemples visuels que je prends concernent des personnes qui ont effectivement des ressources très, très importantes, voire excessivement importantes. Donc ça, c'est fait. Alors là, c'est ma faute. C'est-à-dire que moi, je vous mets à disposition ces informations-là. Ça peut éventuellement concerner des personnes qui n'ont pas ce niveau de ressources et de recettes. D'accord? Je suis en train de vous dire que ça concerne tout le monde, et je vous mets, comme vous le dites, des milliardaires. C'est-à-dire que déjà, mon exemple est un peu pourri. Mais ça peut concerner des personnes qui sont moins milliardaires, voire le commun des mortels. Mais vous avez raison sur cette remarque-là. Autre remarque pour ça vous inspire. Quel lien on peut faire entre eux, à votre avis, et la fiscalité? À votre avis? Toute réponse est possible. Ouais. Ces trois interventions, toutes pertinentes. Effectivement, on se réfère au lien qu'on peut faire avec l'Europe, avec l'Union européenne, et c'est vrai que le principe de ces regards croisés sur le monde, c'est qu'on doit intervenir dans les problématiques européennes. Donc je vais centrer mon propos, c'est vrai, sur des éléments qui sont liés à l'Union européenne, et l'Union européenne, il y a un vrai enjeu par rapport à ça. L'autre élément, c'est que il a été dit que ces personnes pouvaient essayer d'échapper, d'utiliser les frontières, peut-être pour payer moins d'impôts, voire pas d'impôts. Si vous avez ce point de repère-là en tête, ben, tout le reste est hyper simple. Point de repère, effectivement, le lien qui nous intéresse entre eux et nous, c'est l'utilisation des frontières, notamment européennes, pour essayer de payer moins d'impôts possible. Si vous avez compris ça, vous avez compris 90% de ce que je vous ai expliqué. Alors ça, vous allez voir que je suis un escroc. Ce que je vous fais croire, vous avez tout compris, je vais rajouter des choses qui se complexifient un peu, mais déjà, on comprend que eux, ils utilisent les frontières pour payer moins d'impôts. Premier point de repère. Et le deuxième sur lequel, là, vous ne pouvez pas vraiment avoir la réponse, vous pouvez l'avoir, mais toutes, j'aurais pu dire tous, vous voyez que je n'ai pas mis de femmes hein, dans les personnes physiques, mais ne croyez pas, messieurs, que les femmes ne trichent pas hein, en matière fiscale, simplement les exemples médiatiques sont plutôt ceux-là. Toutes et tous, toutes les sociétés, tous les individus ont été d'une manière ou d'une autre poursuivis pour avoir triché. Et même pour avoir poursuivi et condamné. Alors, donc, premier point de repère dans mon introduction, les frontières européennes peuvent aider à payer moins d'impôts. Et si on va plus loin, les frontières peuvent permettre de tricher. Alors là, je commence de manière simple, d'accord hein, donc là, ayez en tête que les frontières
peuvent permettre de payer moins d'impôts, et si on pousse le curseur plus loin, peuvent permettre de tricher. À ce stade, un tout petit point. Est-ce qu'à votre avis, payer moins d'impôts et tricher, c'est pareil? C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux faire en sorte de payer moins d'impôts, et pour autant, sans tricher. Donc parfois, ça peut être pareil, mais c'est pas toujours, évidemment, pareil. Alors, là, zéro stress, encore, vous aurez à disposition cet élément. Alors parfois mes slides seront beaucoup plus synthétiques. Au début, ça n'est pas tellement, mais ça par exemple, si le point de repère que je veux vous expliquer se situe en noir, l'illustration se situe en bleu. Donc en noir, à gauche, le point de repère que je veux vous aider dès maintenant, c'est que, vous voyez, je vous ai parlé de frontières tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, frontière? C'est du droit, hein. Après, derrière les frontières, il y a plein de normes, etc. Mais vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que frontières, les États sont indépendants. Alors, même au sein de l'Union européenne, les États sont indépendants. Et qu'est-ce que ça veut dire, les États indépendants? Mettez votre main sur la commande, voilà, presque sans nom. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Les États sont indépendants et ils font ce qu'ils veulent. Imaginons que, alors j'allais prendre l'exemple de la conduite à gauche, et comme le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, ça m'enlève une partie de mon exemple. Mais si on prend l'exemple de normes qui peuvent être de normes de vitesse en ville, des normes liées à des enjeux sur des aspects économiques, des aspects sociaux, des congés payés, voilà. Donc ça, l'État choisit. Okay, les États choisissent. Donc là, vous voyez que, autre point de repère indispensable, mais très simple. Alors quand je dis indispensable, dès que vous ne comprenez pas quelque chose, vous m'interrompez et on en discute. Parce que sinon, l'intérêt que je sois devant vous, c'est de pouvoir discuter avec vous. Hein, et je vous dis, vos questions sont toujours intéressantes. Donc, premier point de repère, c'est que les États sont indépendants. S'ils sont indépendants, on parle de souverains, et donc ils décident des règles qui leur semblent pertinentes. Okay, on ne va pas parler de toutes les règles des États. Nous, on va s'intéresser à l'aspect fiscal, aux impôts. Donc, puisque les États font ce qu'ils veulent, la question, la réponse est, est-ce qu'ils font ce qu'ils veulent en matière fiscale? Eh bien, imaginons qu'on veuille commencer à donner une première réponse. Réponse, presque oui. Allez, oui. Est-ce que les États font ce qu'ils veulent en matière fiscale? Oui, sauf dans certains cas. Okay, oui, sauf dans certains cas. Donc les États, donc si vous me suivez, vous vous installez demain à Malte, c'est dans l'Union européenne. Vous vous installez demain en Irlande, c'est dans l'Union européenne. Vous vous installez demain en France ou en Espagne ou en Autriche, les règles fiscales ne sont pas les mêmes. Alors, et pourtant, je vous ai cité 5 pays qui sont dans l'Union européenne. Hein, Malte, l'Irlande, la France, l'Autriche, l'Espagne, sont dans l'Union européenne. Et les 5 pays ont des règles fiscales différentes. Donc nous, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est, puisque les États font ce qu'ils veulent en matière fiscale, est-ce qu'il y a un intérêt? Il y a un impôt européen. C'est ça l'intitulé de mon cours avec un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a un intérêt? Et est-ce que ça existe? Alors, on va essayer de voir ensemble l'intérêt, et on va essayer de voir ensemble qu'il y a des trucs qui existent. Alors j'enlève le terme truc parce que c'est attentatoire aux oreilles d'étudiantes et d'étudiants brillants et brillantes, mais il y a des éléments qui existent. Alors, il y a des éléments qui existent, et on va voir quel est l'intérêt qu'éventuellement ça écoute. Et vous allez voir à travers ces quelques minutes qu'on passe ensemble, même si pour vous, ça va peut-être vous avez peut-être l'impression qu'on va passer des heures et des heures, ça sera peut-être trop long pour vous, vous allez vous apercevoir qu'il y a plein d'éléments que vous connaissez, et qu'il y a plein d'éléments pour lesquels vous allez comprendre l'utilité. Enfin, en tout cas, ça c'est mon objectif. Parce que, après, sur l'évaluation, c'est important, bien sûr, enfin, c'est important, mais si vous comprenez la matière, enfin, si vous comprenez ce que je vous explique, le reste, c'est beaucoup plus simple à apprendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, au-delà de l'évaluation, s'il vous reste 3 traces dans les années qui viennent, c'est aussi bien. Vous voyez, là, la semaine dernière, il y a une étudiante en 5e année en LEA, et on discute, et elle me dit qu'elle avait eu ce cours en première année. Alors, du coup, je n'ai pas encore exploré sur l'étendue de ce qui lui reste, mais déjà se souvenir d'avoir eu ce cours-là.
il y a quelques années. Déjà, bon, et il reste quelques réflexes. Hein, donc, alors, sur dernier point de. Alors oui, pardon, je vous ai privé de mes exemples. Alors mes exemples, alors, comprenez bien, là encore, si j'en reste à l'évaluation. Alors l'évaluation, hein, vous n'aurez pas dans le QCM quel est le montant de l'impôt payé par Airbnb. D'accord, c'est pas ça que je vous demande, hein, vous aurez dans les questions. Et voyez que, prenons l'exemple de Neymar. C'est-à-dire, voilà, si vous vous intéressez au foot, même si ce Neymar, on parle du foot ou on parle d'autres choses, on peut s'intéresser à la diététique aussi, on peut s'intéresser à la chirurgie, on peut s'intéresser à l'aspect médical avec Neymar, à la simulation, on peut s'intéresser à plein de trucs, mais là on va s'intéresser à la triche. Alors pas à la triche sur un terrain de foot, mais à la triche sur des impôts. Vous voyez, Neymar, en fait, a été, alors, je crois que j'ai un élément complémentaire, mais est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Bon, j'y reviendrai. En fait, l'administration fiscale espagnole a publié l'an dernier sur son site cette information suivant laquelle il avait oublié de payer une partie de ses impôts. Vous voyez que, accessoirement, et le montant de la dette fiscale était de 34 millions d'euros. 34 millions d'euros, et là, imaginons que vous ayez envie d'avoir un revenu, si vous avez sur une vie 34 millions de revenus sur une vie, vous êtes hyper content. Là, on parle d'un impôt à payer. Si on prend l'exemple de Messi, on va rester là encore dans un exemple Messi, alors là, on n'est pas en train de parler d'approximation, hein. Messi a été condamné pour fraude fiscale. Son père aussi, avec des amendes, pour l'instant, des peines de prison. Alors, comme c'était en dessous d'un certain seuil, il n'a pas fait la prison en tant que telle. Donc, alors bien sûr, comme moi je suis de mauvaise foi, je suis en train de vous dire que ce sont des tricheurs. Et ce sont des tricheurs, je dis. Mais ils ne connaissent rien à la fiscalité, ce qui n'est pas un défaut, hein, comme 99% des gens. Donc évidemment, ce sont leurs conseils qui ont fait des montages pour payer moins d'impôts. Voilà. Puis peut-être qu'on se dit, bah, si on avait été à leur place, on aurait fait pareil ou pas. Hein, ça, mais ce qui est certain, c'est que ces individus, effectivement, ils avaient payé beaucoup de revenus. Et puis, je vais utiliser, comment ils ont triché? Ils ont utilisé des frontières. En mettant de l'argent dans tel territoire et en ne déclarant pas cet argent-là, là où ils habitaient, en l'occurrence, à l'époque, c'était en Espagne. Et là, je mets de l'argent, je cache de l'argent dans les Îles britanniques, j'habite en Espagne, du coup, je ne pas. Google, là aussi, a fait l'objet d'une procédure, et je vais vous expliquer un truc. Si vous avez compris ça, presque, vous avez compris tout à fait ce que c'est. Vous voyez que on va parler de quoi? On parle d'impôt. Si vous avez compris ce schéma, ce micro-schéma, en fait, je ne sais presque plus rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'impôt, on applique l'impôt à une base imposable. Alors, imaginons que vous sortiez d'ici, vous allez sortir d'ici, et vous achetez quelque chose, un café, un sandwich, un ticket de transport. En fait, là, il y a un prix. Et à ce prix-là, on va appliquer l'impôt et la TVA. Ça, de toute façon, on paye, on s'en fiche. Mais donc, l'impôt, c'est une base imposable, on identifie, on applique l'impôt. Et si vous avez compris ça, c'est vrai pour n'importe quel impôt. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, c'est vrai. Donc, et l'autre truc que vous devez avoir compris, dès maintenant, c'est que, imaginons que je mette une frontière. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis X, qui est un individu ou une société, et que je m'arrange pour que ma base imposable soit ailleurs. Alors, vous comprenez que, peut-être, soit je vais tricher, mais enlevons la triche de notre réflexion, parce qu'il n'y a pas toujours de la triche, soit je vais avoir une imposition plus basse que si j'avais eu ma base imposable en anglais. Donc, vous voyez que là, on a deux états. Si vous avez compris que l'impôt, c'est une base imposable à laquelle on applique l'impôt, voilà. Vous avez tout compris, c'est la fiscalité. Et si vous avez compris aussi que, peut-être, moi, société Google, ça peut m'arranger de localiser mes activités en Irlande. Pareil pour Airbnb. Pareil pour Apple. Ça peut m'arranger.
Donc je localise les activités dans un pays, et tout est moins. Donc à ce stade, dans mon introduction, je veux que vous compreniez qu'on va parler de frontières, je veux que vous compreniez que les frontières peuvent permettre de payer moins d'impôts, et je veux que vous compreniez que ça peut permettre de tricher. Et nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'il n'y a pas une réponse? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, du coup, un impôt au niveau européen? Comme ça, au moins, les frontières d'Europe, voilà, ça fait pas tricher. Alors, est-ce que c'est bon? Jusque-là, si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des éléments? Alors, toutes celles et tous ceux, je ne parle pas de celles et ceux qui utilisent le téléphone pour leur prise de notes, et celles et ceux qui servent leur téléphone en amphi, non discrètement, mais franchement, rentrez chez vous. C'est-à-dire que le Zoom, ça vous allait mieux, rentrez chez vous. Si vous n'arrivez pas à vous déconnecter le téléphone pendant 1 heure, 1 heure et demie, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas adapté pour les études. Rentrez chez vous, allez ailleurs. Vous voyez, voilà, vous êtes fait pour le Zoom, vous n'êtes pas fait pour venir en amphi. Ouais. Alors, la base imposable, je vais évidemment répondre en détail en prendre des exemples. Mais je vais prendre juste un exemple. Un revenu, j'encaisse 1000, je paye un impôt 10% sur ces 1000, la base imposable c'est mon revenu. D'accord? Et l'impôt est calculé sur la base imposable. D'accord? Après, ça peut être en capital, ça peut être en prix, ça peut être n'importe quoi. Et je vous redis, posez 10 000 questions, parce que c'est fait pour ça, en France. Quand vous étiez, alors vous, je n'ai pas eu en Zoom, c'est ceux qui étaient au lycée en dernier, mais le Zoom ne sert à rien, sauf à faire croire que vous suivez un cours et c'est pas fait. Quand on se retrouve en face, discutons, posez des questions, c'est ça l'enjeu. Alors, première section, vous voyez que ce que je vais chercher à faire avec vous, c'est ça. On va chercher à définir l'impôt. Puisqu'en fait, je suis en train de vous embêter sur l'impôt, mais si on n'est même pas d'accord sur ce qu'est l'impôt, en fait, on est en train de discuter d'un truc qui ne sert à rien. Enfin, qui ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est comme si moi je commençais à vous expliquer le moteur d'une voiture, et en fait, je suis incapable de savoir comment ça fonctionne une voiture, donc en fait, on parle d'une voiture sans savoir comment ça fonctionne. Bon. Donc là, l'impôt, on va essayer de définir ce qu'est l'impôt. Et pourquoi je vais chercher à définir avec vous? C'est que mon objectif, c'est qu'on soit d'accord sur cette définition-là. Si on parle d'un impôt européen, et si on vérifie, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'il existe, d'abord, il faut qu'on soit d'accord sur ce que c'est que l'impôt. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Alors, vous voyez que ce qui est important, à mon avis, c'est 2 points. Le premier point, c'est que, imaginons que certains d'entre vous aient travaillé pour financer leurs études, pour financer leurs vacances, pour financer ce que vous voulez, en étant déclaré, c'est-à-dire en ayant un bulletin de salaire. Vous savez qu'il existe une différence entre ce que vous percevez effectivement, par exemple 100, et ce que ça coûte à l'employeur, parce qu'il y a des prélèvements sociaux. Donc ça, quand on parle, souvent on peut confondre des prélèvements obligatoires, que vous avez sous les yeux, c'est les impôts, les taxes, les redevances, les droits de douane, on ne parle pas beaucoup, mais et surtout les cotisations sociales. Comme vous savez, c'est des prélèvements obligatoires. Je suis obligé, quand je perçois un salaire, sur mon bulletin de salaire, il y a ce que je paye, ce que je reçois, pardon, et puis il y a le montant brut avant, et la différence, c'est les prélèvements notamment sociaux. Donc, moi je veux que vous compreniez que ce qui va nous intéresser, ce ne sont pas les prélèvements obligatoires, c'est juste c'est l'impôt. Donc, on va laisser de côté les cotisations sociales, on va laisser de côté certaines les redevances. Alors, droit de douane, taxes et impôts, vous verrez qu'on va retrouver une convergence qui fait que je ne peux pas vous dire qu'on les laissera de côté. Ok, donc, premier point de repère, nous, ce qui nous intéresse, c'est un des prélèvements obligatoires essentiels, c'est voir l'impôt. Deuxième point de repère, c'est la définition que vous avez sur la droite de l'écran, à la droite du niveau. Alors là, la définition, elle va me servir à 2 niveaux. Le premier, c'est que ça permet qu'on ait cette base commune. C'est comme en matière linguistique, c'est bien d'être d'accord sur la signification des mots. Voilà,
si on veut être d'accord sur la signification du mot impôt, il faut qu'on soit d'accord sur la définition. Voilà, donc cette définition-là, je vais la saucissonner. Si vous préférez les gâteaux, je vais la découper en tranches. Si vous préférez les pizzas, ça marche aussi. Donc ça veut dire qu'on va la découper, donc vous voyez, de 1 à 5, et que chacun de ces fils-là va tirer les 5 fils qui permettront qu'on soit d'accord sur la définition. Et surtout, qu'à chaque stade, si vous avez des questions, posez des questions. Parce que je vous garantis que vos questions sont intéressantes, sont intelligentes, et surtout vos questions, votre voisin ou votre voisine se les pose. Donc, voilà. Et moi, vos questions m'intéressent. Parce qu'en fait, parfois, vous vous posez des questions que moi, je ne me serais pas posées, pour autant, elles sont évidemment très pertinentes. Alors, si vous êtes d'accord, on va saucissonner. Alors, on va découper, on va trancher, on va faire ce que vous voulez. Donc, on va prendre cette définition qui peut apparaître comme un peu obscure, et encore, et à la fin, ce sera hyper simple. Mais, dans tous les cas, je veux que vous ayez ce schéma un peu pourri que j'ai fait, c'est-à-dire base imposable, impôt. Déjà, si vous avez ça, et monsieur ou madame X ou la société X. Si vous avez ça en tête, c'est pas mal. Alors, du coup, commençons par la définition prestation pécuniaire. What is it? Si vous êtes des linguistes accomplis, une partie du cours en anglais. Donc, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Prestation pécuniaire. L'impôt, la définition, prestation pécuniaire. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? La question, le terme n'est pas un terme qu'on utilise au quotidien, on est d'accord, et pourtant c'est la réponse la plus simple de l'histoire de l'humanité. Prestation pécuniaire, qu'est-ce que ça vous évoque? L'impôt est une prestation pécuniaire. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que quand on parle d'impôt, on parle d'argent. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que demain, aujourd'hui, si on vous dit que vous devez payer un impôt, en fait, vous n'allez pas vous dire je vais donner ma mère, je vais donner ma soeur, je vais donner mon père, je vais donner mon téléphone. Vous allez dire je vais donner de l'argent. Alors donc, l'impôt, quand on parle de prestation pécuniaire, ça veut dire que le principe est que l'impôt se fait en argent. On désintéresse, on paye sa dette en versant de l'argent. C'est ça que ça signifie. Donc vous voyez qu'on commence par le truc, par quelque chose de très simple. Et comme je vous l'ai dit à titre initial, vous avez déjà compris plein de choses avant que je vous les explique. Là, je vais simplement renforcer vos connaissances et surtout les articuler. Donc ça, cette affirmation-là, elle est vraie du sud au nord, de l'est à l'ouest, si on reste dans l'Union européenne. D'accord? L'impôt en Europe, on le paye en argent, dans l'Union européenne. Alors après, le juriste, mais ça, je ne vais pas vous embêter beaucoup avec ça, le juriste, il y a toujours des exceptions. Pour ça, l'exception, est-ce que je vous en parle juste un mot là-dessus? L'exception, c'est en France, si par exemple, il y a un héritage, Madame X, Monsieur X qui hérite, il va recevoir un capital de personne qui est décédée. Et on doit payer des impôts sur les successions. Voilà, donc en fonction, à partir d'un certain seuil, on paye un impôt sur tout. Donc si on paye en argent, quand je reçois, je dois payer, gros héritage, Monsieur ou Madame X doit payer 100 000 euros. Gros héritage. Et en fait, au lieu de faire un chèque de 100 000 euros, elle va dire, voilà, dans mon héritage, il y a un tableau. Dans mon héritage, il y a un immeuble. Et bien, au lieu de payer dans un chèque de 100 000 euros, je vais faire une version de paiement. C'est-à-dire que je vais donner le tableau, je vais donner l'appartement, ce qui va permettre que l'État me dise, OK, vous me deviez 100 000 euros, le tableau, je l'ai fait expertiser, il vaut 100 000 euros. L'appartement, j'ai fait expertiser, il vaut 100 000 euros. Donc, vous me donnez le tableau, vous me donnez l'appartement et vous allez payer votre impôt. Vous voyez que ça, c'est une exception. Le principe, c'est je paye en un chèque, et par exception, là, je peux payer en donnant un livre. Donc, et imaginons qu'on réfléchisse 3 secondes, et même pour moi, il est déjà un peu long. Si on réfléchit 3 secondes dans l'histoire de l'humanité, en fait, le principe est que l'impôt, on le paye en nature. Alors, dans l'histoire de l'humanité, parce que l'humanité n'est pas née en 2021, dans l'histoire de l'humanité, on versait une partie des récoltes, on travaillait pour quelqu'un qui disait vous devez travailler pour moi. Donc, l'histoire de l'impôt, très souvent, on a payé l'impôt en nature. Donc, aujourd'hui, de manière moderne, on paye l'impôt en argent. Voilà. Mais dans l'histoire de l'humanité, le principe
C'est bon sur ça? Vous voyez que jusque-là, c'est très simple. Alors, deuxième point, à la charge des personnes physiques et des personnes morales. Alors, imaginons que je veuille que vous reteniez quelque chose, ayez ce schéma en tête. Je retrouve mon stylo. Alors, ce schéma, vous voyez que, oubliez un peu la frontière, vous voyez qu'il y a un lien entre X et la base imposable. Alors, pour revenir à la réponse que j'ai faite à votre camarade, vous avez un revenu, X a un revenu, il paye un impôt sur le revenu. Vous voyez que c'est hyper simple. Donc, X, c'est vous, c'est moi, personne physique. Si on se réfère à Amazon, à Google, à la société de restauration du coin de la rue, au coiffeur du coin de la rue, hein, la société X paye un impôt. Vous voyez que quand on dit que l'impôt est à la charge des personnes physiques, des personnes morales, ça veut dire que vous, en tant qu'individu, moi, en tant qu'individu, on peut être soumis à l'impôt. Demain, vous créez une société parce que, ou plus simple, vous faites un job étudiant ou étudiante. Et l'entreprise qui vous emploie, eh bien, en fait, mets-toi sur une plateforme et tu vas être travailleur indépendant. Et bien, en fait, là, le métier que vous allez exercer, qui va être une livraison à domicile, en fait, vous êtes soumis à une déclaration individuelle. Alors, là, on ne va pas créer une société, ça va être souvent l'individu qui va exercer ce métier-là en entreprise individuelle. Donc, si vous me suivez, quel que soit votre statut, moi, mon métier, c'est de livrer les pizzas. Je peux le faire en étant entrepreneur individuel. Je livre ma pizza, voilà, je fais. Et en fait, ça marche très bien. J'ai créé une société. Le métier reste le même. Simplement, j'ai créé une société de livraison. Et donc, voilà. Donc, mon métier, c'est toujours le même, mais je vais être soumis à un impôt. Ou vous créez une association, là aussi, une association peut, dans certains cas, être soumise à des impôts. Voilà. Donc, ce deuxième point de repère, l'impôt est à la charge des personnes physiques et des personnes morales. Ça veut dire qu'en Europe, on soit en France, en Italie, en Espagne, vous voulez en Pologne, eh bien, la qualité de celui qui fait le métier va l'amener de toute façon à payer les impôts. Pas forcément les mêmes, mais va l'amener à payer les impôts. Alors, c'est une petite question, mais je vais vous poser une question qui anticipe un peu ce qu'on va voir dans quelques instants. Imaginons que vous sortez de la fac ce soir, je ne sais pas si ce soir ou à midi, je ne sais pas si vous avez la course cet après-midi, mais vous sortez de la fac et vous achetez un sandwich, ou vous achetez une bouteille d'eau, vous achetez un soda, vous achetez un produit alimentaire. Là, question 1, est-ce qu'il y a un impôt? Vous achetez un... Ouais. Il y a la TVA. Alors, réponse parfaitement juste, malgré le fait que vous êtes très loin, mais j'ai perçu, vous l'avez dit, il y a la TVA. Ça. Voilà, vous avez tout à fait raison. Il y a un impôt, c'est la TVA. Question 2. Vous ou quelqu'un d'autre, n'importe, hein, qui paye la TVA? Donc vous êtes, on se met dans la situation que qu'on sort l'un ou l'une d'entre nous, on va dans une épicerie et on achète, ou à la boulangerie, on achète du pain. Qui paye la TVA? Vous avez 2 euros. Ouais. Alors effectivement, dans mon exemple, c'est la boulangerie qui paye la TVA. Et votre réponse est parfaitement juste. Qu'est-ce qu'on aurait pu donner comme autre réponse, même si votre réponse est parfaitement juste? Ouais. Le consommateur, effectivement. Je suis le client de la boulangerie. Donc, vous voyez, pourquoi je vous dis ça? À la charge des personnes physiques ou des personnes morales. Allez, simplifions peut-être encore un peu. À la charge du consommateur ou du commerçant. La TVA, effectivement, votre réponse est parfaitement juste. Le boulanger, la boulangère qui me facture le pain, va encaisser mon prix et va reverser la TVA à l'État. Donc, celui qui paye effectivement la TVA à l'État, c'est le boulanger, la boulangère, le commerçant. Donc, à la charge d'eux, c'est bien cette société qui va verser la TVA à l'État. Mais effectivement et réellement, qui est-ce qui paye l'impôt? C'est le client. Le client, quand il achète le pain, ce que vous voulez, bah,
Dans le prix, il y a de l'impôt. Si vous mettez de l'essence dans un moteur, dans le prix de l'essence, il y a de l'impôt. Donc celui qui supporte effectivement cet impôt, c'est le consommateur. Donc vous voyez qu'à la charge de, si moi tout à l'heure j'achète du pain, l'impôt sera à ma charge. Donc je rentre dans cette prix. Mais si on se place du point de vue du commerçant, celui qui verse l'impôt à l'État, c'est le commerçant. À la charge de, c'est à lui de verser l'impôt à l'État. Donc ça, si vous avez compris ça, ben c'est top, pour une raison simple, c'est que dans tous les pays de l'Union européenne, on a une TVA qui s'applique. Alors, regardez. C'est bon là-dessus? Ouais. Alors, point suivant. En fonction de la capacité contributive. Ouais. Alors, personne morale, vous avez raison, parce que le juriste que je suis, je vois que vous arrivez très en retard par rapport au début du cours, hein, mais je suis désolé. à la charge d'une personne morale, une société est une personne morale, une association est une personne morale, une fondation est une personne morale. Donc en fait, la personne morale, c'est pour distinguer l'être juridique de la personne physique, c'est vous et c'est vous. C'est plus clair ou pas? Qu'est-ce qu'il y a pour là-dessus? Faites les mains s'il vous faut. Est-ce que c'est plus clair? Les sociétés, les fondations. D'accord. Donc, mon exemple de la boulangerie, quand vous rentrez à la boulangerie, le métier c'est boulanger. Mais celui qui exerce ce métier à la tête, il a créé une société. Et il a créé une société, il va déclarer son revenu, il va déclarer sa TVA, et c'est la société qui paye l'impôt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que X ici, ça peut être Monsieur X, Madame X ou la société X. La société X, c'est la boulangerie, par exemple. Le centre d'imitation. La société, elle va encaisser des recettes, elle va avoir des charges, donc elle va être imposée sur son bénéfice, par exemple. Hein? Comment il a fixe la TVA? Ah, mais la TVA, ça sert. La TVA, c'est quand la société X, quand elle vend du pain, elle doit facturer la TVA. Donc elle encaisse la TVA, elle la reverse à l'État. Donc ça, elle n'a pas de choix. Ok? Donc ça, c'est. Peu importe que je sois une société ou un professionnel sans société. Alors, en fonction de la capacité contributive, qu'est-ce que c'est la capacité contributive, à votre avis? L'impôt est en fonction de la capacité contributive. C'est quoi? Ouais? Ma base imposable, c'est un revenu. D'accord? S'il est de 1 million ou s'il est de 50 000, le montant de l'impôt ne va pas être le même. D'accord? Donc vous voyez bien que là, dans ma capacité contributive, l'impôt tient compte de la capacité contributive. C'est-à-dire que plus votre revenu est élevé, plus le montant de l'impôt va être élevé. Évidemment, si votre revenu est plus faible, 50 000 c'est très, très substantiel, ça sera moins, vous aurez moins à payer que si vous faites quelqu'un qui a mis en. Évidemment, quelqu'un qui a 1000 de revenus sur l'année, il faut bien comprendre que son impôt sera encore plus faible, voire inexistant si on parle de l'impôt sur le revenu. Donc l'impôt tient compte de la capacité contributive. Alors attention, juste une question. Imaginons que vous alliez au cinéma. Vous prenez un transport, je note que vous arrivez en retard, mais le masque reste obligatoire, s'il vous plaît, merci. Et ce qui serait bien, c'est que je n'ai pas une remarque supplémentaire à faire dans les minutes qui suivent. Donc si vous avez
vous allez au cinéma, vous prenez un transport, vous achetez un produit quelconque. Est-ce qu'il va y avoir une différence entre par exemple, imaginons que Messi achète son pain tout seul. Ouais, mais il achète son pain et un individu lambda achète son pain. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la TVA? Ouais. Non. Il n'y a pas de différence entre la TVA. Non, il n'y a pas de différence entre la TVA. Voilà, donc il n'y a pas de différence. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que mon exemple caricatural n'est pas en même temps. C'est-à-dire que quand on affirme dans une définition que l'impôt est en fonction de la capacité contributive, attention, c'est 100% vrai pour certains impôts. Impôt sur le revenu, plus votre revenu est important, plus le montant de votre impôt est important, mais c'est 100% faux pour d'autres impôts. D'accord? La TVA, vous êtes milliardaire, allez, on n'est pas obligé d'être milliardaire, mais vous avez un emploi, vous êtes payé pour ça, ou vous n'avez pas d'emploi et vous n'avez même plus d'indemnité chômage, dans tous les cas, quand j'achète une baguette de pain, il y aura le même montant de TVA. Quand j'achète un litre d'essence, il y aura le même montant de TVA. Donc, certains impôts ne tiennent pas compte de la capacité contributive. Ouais. Votre camarade prend l'exemple d'un ticket de cinéma qui est moins cher, suivant la situation, par exemple un abonnement, ou si je suis étudiant, ou si je suis une personne âgée aussi. En fait, vous voyez, c'est pour ça que je l'ai dit, si vous avez compris la base imposable, vous avez compris 100%. Si ma base imposable est de 10, l'impôt va s'appliquer sur 10. Si ma base imposable est de 5, elle va s'appliquer sur 5. Vous voyez que dans un ticket de cinéma, si le prix est de 10, le tarif normal, très cher, la TVA va s'appliquer sur 10. Si vous avez un tarif réduit, 5, la TVA va s'appliquer sur 5. Voilà, donc pour vous, ça fait une différence, mais l'impôt sera calculé sur la base imposable. C'est bon? Donc, pour la capacité contributive, si vous avez compris que, en principe, l'impôt va prendre en compte la capacité contributive, mais certains impôts pas du tout, vous avez compris, là encore, ça dépend de la définition. Et ce que je veux que vous compreniez également, c'est que, évidemment, quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent parce qu'il achète plein de produits, quels qu'ils soient, ça peut être des objets, des vêtements, de ce que vous voulez, il dépense beaucoup d'argent, ça veut dire qu'évidemment, il va payer beaucoup de TVA en dépensant. Or, qu'à l'inverse, quelqu'un qui ne dépense rien, soit parce qu'il n'a pas d'argent, soit parce qu'il fait attention, ben, il va payer moins de TVA. Donc là, ce n'est pas la capacité contributive, c'est on va le taxer en fonction de notre dépense. Voilà. Donc, impôt peut tenir compte de la capacité contributive, mais ce n'est pas une obligation. Alors, vous voyez, quatrième point, le caractère obligatoire et sans contrepartie. Alors en fait, là, je veux juste qu'on ait en tête 2-3 points de repère. Le premier, c'est que partout en Europe, pour le coup, on n'a pas de différence, les États font ce qu'ils veulent. D'accord ? Mais si un impôt existe, il est obligatoire. Alors, il est obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, vous devez le payer. Si une société est soumise à l'impôt sur les bénéfices, elle doit le payer. Si vous êtes chauffeur de taxi et que vous facturez des prestations, vous devez payer. Donc, et vous devez payer à TVA. Facture à TVA et la verser. Donc, le caractère obligatoire, le contribuable, vous, moi, on doit payer. On va dire, moi, j'ai pas trop envie, là, ça m'arrange pas trop, je ne veux pas payer, voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'utilisation de l'argent public, je ne veux pas payer. On est obligé de payer. Hein. Et l'autre obligation, c'est que l'administration fiscale, elle doit encaisser. On ne peut pas vous dire qu'on va vous faire un rabais. Ça, c'est pas possible. À la fois, il y a l'obligation pour le contribuable de payer ses doit, et l'administration fiscale, si elle doit encaisser 100, elle doit encaisser 100. On ne peut pas y avoir une négociation lors du marchandage, ça ne marche pas.
Donc, alors, dans ce que vous avez sous les yeux, je vais alléger ce que je laisserai à vos dispositions sur un métis. Ne vous stressez pas parce qu'en fait, le caractère obligatoire, on peut le nuancer énormément. C'est-à-dire qu'en matière fiscale, il y a des choix qui existent. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces histoires d'options, etc. Mais je vais juste attirer votre attention sur un point qui est le point d'interrogation en rouge. Donc ce que j'essaye de faire comprendre à travers cet élément de la définition, c'est qu'il y a un côté obligatoire. Ah, c'est obligé, voilà la règle. La règle s'applique en Espagne, la règle s'applique en France, la règle s'applique en Irlande, au Luxembourg, c'est la règle. Cette règle, c'est que vous devez payer, par exemple en Irlande, le taux d'impôt sur les sociétés de 12,5%. Alors c'est la règle irlandaise. Et ils ont le droit de le faire. Mais ce qui peut arriver, c'est d'où cette interrogation sur le ruling, c'est qu'en fait un État va vous faire un tarif. Donc là, c'est plus l'application de la règle, c'est un État qui va appliquer une décision individuelle. Et on va prendre un exemple. L'exemple est souvent société Apple. Vous connaissez. La société Apple est installée en Irlande. Bien sûr, originellement aux États-Unis, bien sûr, elle a son siège aux États-Unis, même précisément dans le Delaware, mais elle a une société très importante qui est basée en Irlande. Le taux de l'impôt sur les sociétés en Irlande est de 12,5%. Donc ça veut dire que si Apple fait un bénéfice de 100, elle doit payer 12,5%. Alors donc là, oui, la base imposable, c'est le bénéfice. Et l'impôt à payer en Irlande, c'est 12,5%. Il s'avère que Apple a payé pendant des années un taux, ça c'est la Commission européenne qui a identifié, et le taux payé par Apple était de 0,0001%. Donc vous voyez que le taux normal est 12,5 et Apple a payé 0,0001%. Donc, selon la Commission européenne, l'Irlande a appliqué un tarif de faveur. Payer si je suis un impôt, le commerçant qui va vous vendre une crêpe, qui va vous vendre de l'essence, ou qui va vous vendre un abonnement téléphonique ou un accès Internet, il a l'obligation de facturer l'impôt correspondant. Mais, dans certains cas, notamment dans mon exemple irlandais, il peut arriver qu'un État décide d'appliquer un impôt plus bas que ce qu'il pourrait encaisser. À votre avis, pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Irlande aurait appliqué, alors la décision est à quoi, peu importe, mais aurait appliqué un impôt plus bas? Voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'est un peu ce que je fais d'un côté, je pourrais encaisser un impôt à 12,5%. Donc j'encaisse moins que ce que je pourrais encaisser. Mais en contrepartie, Apple va s'installer, va acheter des locaux, va faire de la rénovation de ces locaux, va envoyer des personnes, ces personnes vont consommer dans les restaurants, dans les bars, dans les loisirs. Donc effectivement, le fait, j'attire cette entreprise sur mon territoire, et parce qu'en contrepartie, effectivement, il y aura des recettes qui seront. Voilà, mais il y a un aspect qui peut être. Alors, deuxième section. Alors, si vous voulez, au terme de la première section, on a défini l'impôt. D'accord, on a tiré les fils. Deuxième section, on va essayer, je vais vous prendre 2-3 exemples sur deux classifications économiques et la classification technique. Alors, là encore,
une fois qu'on aura vu ces deux petits paragraphes, la définition plus ces deux paragraphes, vous allez comprendre, normalement, on aura fait le tour de ce que peuvent être les impôts en Europe. Alors, après, on va d'abord classification économique. Classification économique, deux points. Vous voyez que, et là encore, vous allez vous apercevoir que vous connaissez déjà tout. C'est-à-dire que l'idée de la classification, c'est les tiroirs. Rangez votre chambre. C'est pas moi qui vous dis ranger votre chambre, hein. Mais rangeons notre bureau, rangeons notre chambre. Ben, on va mettre les choses on va essayer de les ranger dans des classeurs, dans des casiers, dans des tiroirs. Là, c'est pareil. Là, notre impôt, on va le mettre dans des tiroirs pour bien comprendre et pour bien identifier. Dans le premier tiroir, la classification économique, vous voyez qu'on peut distinguer l'imposition des revenus et de la dépense. Alors, à droite, la photo du moustachu est un moustachu qui vous concerne et qui me concerne, encore aujourd'hui. Vous voyez que, je vais revenir là-dessus, quand on parle de l'imposition des revenus, vous voyez que là, je reviens à mon schéma d'origine, ma base imposable, c'est le revenu. Ma base imposable, c'est le revenu. Donc, l'État, la France, dit bah, il y aura un impôt sur le revenu. Chypre va dire il n'y a pas d'impôt sur le revenu. La Belgique va dire il n'y a pas d'impôt sur les successions. Il n'y a pas d'impôt sur tel type de revenu. Donc, le choix qui est fait par l'État, c'est de dire on impose le revenu. Ok, super. Première remarque, les États européens ont le droit de choisir. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Deuxième remarque, il faut définir ce que c'est que le revenu soumis à l'impôt. Si, est-ce qu'on tient compte de tous les revenus? Est-ce qu'on tient compte que des revenus qui sont réguliers? Est-ce qu'on tient compte que des revenus du capital ou que des revenus du travail? Vous voyez que là, quand je vous dis, si vous avez compris ce schéma, la base imposable, si on dit qu'il y a un impôt sur le revenu, la base imposable, c'est le revenu. C'est très simple. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, dites-moi quels sont les revenus qui sont imposés. Ça, on peut choisir. Je vais vous poser une question. Imaginons, vous faites un pari sportif, par exemple, parce que c'est quand même un pari sportif. Vous gagnez. Est-ce que c'est un revenu imposable? Donc vous gagnez, imaginons, vous pariez 20 €, la cote elle est dingue, et vous gagnez 10 000 €, cote de dingue. Est-ce que c'est 10 000 que vous avez gagné, donc vous n'avez pas gagné 10 000 €, vous avez gagné 10 000 € moins les 20, parce que vous avez dépensé les 20, vous avez gagné 9 980 €. Est-ce que c'est 9 980 € sans imposable? Oui ou non? Alors? Ouais? Vous croyez que non, madame? Alors c'est moi qui n'apprends rien. On les met. J'ai un peu triché pour vous induire en erreur. En fait, on n'a pas besoin de les déclarer. On n'a pas besoin de les déclarer, mais si on les déclarait, ils ne seraient pas imposés. Parce que là, effectivement, c'est un gain exceptionnel. Donc, vous voyez, pourquoi je prends l'exemple du gain au pari sportif, qui est évidemment, c'est par définition exceptionnel, bon. Mais quand on dit on est soumis à l'impôt sur le revenu, une fois qu'on a compris ça, la question d'après, c'est ok, on met quoi dans les revenus qui sont soumis à l'impôt? Est-ce qu'on met tout? Quand je vends mon appartement, si j'ai fait une plus-value, est-ce que c'est soumis à l'impôt? Là, ça va dépendre, parce que c'est votre résidence principale, c'est un problème, etc. Donc en fait, un revenu soumis à l'impôt, la base imposable, c'est le revenu. Il faut définir ce que l'on met là-dedans. C'est pour ça qu'il y a les gains au loto, les gains au jeu, ne sont pas soumis à l'impôt. Alors attention, si quelqu'un devient joueur de poker professionnel, par exemple, là, pour le coup, son activité professionnelle proviendra du jeu, et pour autant, il sera soumis à l'impôt. Parce que là, on a changé on est dans un autre élément, une activité professionnelle, et cette activité-là, et je crois que c'est trop tard pour entrer en film trop d'eau, c'est l'un des deux. Donc, dans cette hypothèse-là, on a un revenu qui est soumis, soit s'il est régulier, soit si c'est le revenu de travail, etc. Et à droite,
Puis c'est Joseph Caillot, et Joseph Caillot, c'est lui qui a introduit l'impôt sur le revenu en France. Donc c'est depuis 1917 qu'il y a un impôt sur le revenu en France, donc ça fait un peu plus de 100 ans, il y a un impôt sur le revenu en France, et c'est ce ministre des Finances à l'époque qui a introduit l'impôt sur le revenu en France, donc depuis 1917. Deuxième possibilité d'impôt sur la dépense. Ça, j'ai rien à vous apprendre. L'impôt sur la dépense, comment est-ce que je fais pour ne pas payer cet impôt-là? Ça, je dépense rien. Voilà. Vous vivez tout nu dans un tonneau, c'est Diogène. Voilà, tout nu dans un tonneau, vous ne dépensez rien, pas d'impôt à payer. Voilà. En revanche, effectivement, on est bien conscient que nous, dans notre société, on passe notre temps à dépenser, même parfois sans vouloir. Vous avez un abonnement téléphonique, vous avez un abonnement Internet, vous êtes soumis à un impôt parce que vous payez cet abonnement. Il faut bien que je mange, il faut bien que j'ai des vêtements. Quand je dépense de l'argent, je suis soumis à un impôt au titre de cette consommation. Donc on a bien compris que cet impôt, on va le retrouver classiquement. Et dans l'Union européenne, on peut avoir un point européen dès maintenant, la TVA est obligatoire dans tous les pays de l'Union européenne. Donc on a un impôt sur la dépense qu'on va retrouver dans tous les pays de l'Union européenne. Donc si vous achetez des vêtements en Italie, si vous achetez du vin en Espagne ou des chaussures en Pologne, oui, vous allez payer la TVA. Après, il faut des exceptions, suivant si j'achète des produits d'occasion, suivant si j'achète ces produits sans que ce soit déclaré, bien sûr, après tout est envisageable. Mais le principe, c'est quand même une application générale de l'impôt. C'est bon pour ça? Alors, deuxième élément, les classifications techniques. Alors, classification technique, je vais juste rester sur un point. Parce que technique, en fait, c'est un élément qui va être assez simple. Vous voyez que là, alors ce que vous avez sur la partie droite de l'écran, je laisserai à disposition, ça correspond au barème de l'impôt progressif par tranche en France. Donc, plus mon revenu augmente, plus le taux de l'impôt augmente. Donc, alors, l'impôt, ici, direct, impôt indirect, exemple très simple. Vous voyez, en fait, je vais très vite, parce que, non pas parce que je veux vous brutaliser intellectuellement, mais parce qu'en fait, vous avez compris avant que je vous l'explique. Je reviens à mon exemple de la boulangerie tout à l'heure. Vous et moi, nous sommes Y. Nous achetons le produit à la boulangerie. En fait, on va nous facturer un prix, et à ce prix, on va ajouter de l'impôt. Quand je dis on, c'est X. C'est le boulanger, la société X, ou monsieur ou madame X, peu importe. Et vous voyez que là, on est en présence de ce qu'on appelle un impôt indirect. C'est-à-dire que X va collecter la TVA, va l'encaisser, et va la reverser à l'État. Donc X, c'est un collecteur d'impôts. Alors que là, vous et moi, nous sommes Y, on ne va rien faire. On n'a rien à faire. On a juste à demander ce qu'on veut, à payer. Mais fiscalement, on n'a rien à faire. Et c'est pour ça que, mais en fait, qui va effectivement supporter l'impôt, c'est nous. Enfin, on va effectivement supporter l'impôt. C'est-à-dire que la baguette, elle coûte 1 euro, 80 centimes, et dans ces 80 centimes, il y a l'impôt. Donc, c'est moi qui paye l'impôt. Vous voyez que dans cette hypothèse-là, Y, c'est moi, vous, on est le redevable réel de l'impôt. C'est nous qui supportons l'impôt. On est le redevable réel. Donc c'est on est le redevable réel. Et X, c'est le redevable légal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, on supporte effectivement l'impôt et que X
lui, en tant qu'individu, que ce que vous voulez, que société, c'est lui qui va supporter les obligations légales. Donc c'est lui qui va reverser l'impôt à l'État. Donc la loi lui impose de. Vous voyez que là, le redevable légal, c'est X. Donc c'est à lui de reverser. Et là, on est en présence de ce qu'on appelle un impôt indirect. C'est-à-dire qu'on distingue deux personnes. L'une qui supporte effectivement l'impôt, c'est vous, c'est moi quand on achète notre produit, et l'autre qui verse effectivement l'impôt à l'État, c'est la société, c'est la boulangerie. Ah, ça marche avec la société de transport de bus, avec la guichetterie du vélodrome, ça marche avec tout. Hein. Donc là, on a X qui reverse ce qu'il doit reverser à l'État et une obligation à l'État. Si vous avez compris ça, c'est génial ici. Et vous avez vu que c'est génial. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, quand j'achète mon pain, je ne me dis pas, tiens, il faut que je paye un impôt. Ah, j'achète mon pain. Donc, il y a un côté un peu indolore. Ah, j'ai acheté mon pain. Et celui qui verse l'impôt à l'État, ben lui, c'est pas lui qui supporte. Il vous a demandé de le payer. Donc, lui, il fait qu'il collecte et il reverse. Donc, il y a un côté indolore. Ouais. On paye des impôts. Alors, là, on ne paye pas les impôts des sociétés, mais la société a un rôle de collecteur d'impôts. D'accord? En revanche, il ne faut pas oublier que la société, elle va déterminer son bénéfice, le boulanger, et qu'il va payer un impôt sur ce bénéfice-là. D'accord? Donc, il y a coexistence entre différents impôts. Donc là, la société, la boulangerie X, elle-même va déterminer le montant du revenu qu'elle va encaisser et elle va payer un impôt sur le revenu, sur le bénéfice, ça dépend de comment on va l'appeler. Donc, c'est deux impôts distincts. Okay. C'est bon? Alors, donc, alors, le dernier point. Dans le marché intérieur. Donc si je veux qu'il n'y ait pas d'obstacle, ben là on arrête les open space, comme dans les bureaux, on casse tout, et on enlève les frontières. Alors là c'est une sorte d'open space européen, c'est-à-dire qu'on va dire, pour faciliter les échanges, open space. Et donc on casse les frontières douanières. Donc c'est votre grand A, on va supprimer un obstacle, on va supprimer le droit de douane. Donc, si une société marseillaise achète un produit à une société italienne, achète un produit à une société polonaise, hongroise, autrichienne, le produit aura zéro droit de douane. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé en Europe des droits de douane à l'intérieur de l'espace européen. Aujourd'hui, 27 États, mais on a supprimé les frontières douanières. Attention, si le produit vient de Chine, si le produit vient de Suisse, si le produit vient du Maroc, là on a un pays qui est en dehors de l'Union européenne. Donc là, il y a un tarif douanier qui va s'appliquer quand il va rentrer en Europe. Donc là, l'harmonisation, la première harmonisation, c'est on simplifie et on facilite les échanges. Les droits de douane, ça augmente le prix. Donc on casse, il n'y a plus de droits de douane entre tous les pays européens. En revanche, on va appliquer des droits de douane quand le produit arrive d'un pays externe. C'est bon? Ouais, je
Et dans un écart, aujourd'hui les taux sont globalement assez proches, mais la Hongrie par exemple a un taux qui est aux alentours de 27%, le taux normal de TVA. On a des ça, il n'y a pas de souci. Il y a un plancher, il n'y a pas de plafond. Donc si vous me suivez, il y a une harmonisation du droit de vote parce qu'il n'y en a plus. Donc c'est uniquement, il n'y a plus de droit de vote en place. Et en revanche, il y a une convergence, une harmonisation paritaire, c'est une obligation d'appliquer la TVA avec cette petite marge de manœuvre qui est négligeable en matière de taux. Alors, pour terminer, le cadre. Ici, en matière de fiscalité directe, en matière de fiscalité directe, les États font ce qu'ils veulent. Je vous ai parlé de l'impôt irlandais à 12,5%. L'impôt irlandais à 12,5%, la France, l'impôt sur les sociétés français, allez, pour faire ça, va être à 25%. Alors, il est à 28%, il va baisser à partir de l'an prochain, il va être à 25%. Donc, l'Irlande applique un taux d'impôt sur les sociétés à 12,5%, la France à 25%, c'est aucun problème. Or, il n'y a pas matière d'impôt direct, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, il n'y a pas d'harmonisation des choses. Un État peut très bien dire, moi j'applique un taux d'impôt à 10% sur le revenu, moi j'applique un taux d'impôt sur le revenu à 5%, ou moi à 40%. Ça y est, les États ont le droit de faire ça.
deuxième brevet, et c'est le parquet financier. Le parquet